Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Mon nom est Guillaume Asselin. Dans le cadre de la programmation du printemps 2021 du Festival littéraire international Métropolis Bleue, en partenariat avec les rendez-vous du premier roman et le Festival de Chambéry, j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'animer une discussion entre deux romancières de grand talent, Caroline Dorca-Fenech et Louise Dupré. Le thème de notre entretien prend la forme d'une question: quel fils voulons-nous éduquer pour demain? Qu'est-ce qui se joue dans la relation mère-fils? À un moment où les rapports entre les sexes font l'objet de profondes et parfois virulentes remises en question, l'éducation des fils par les mères devient un enjeu déterminant pour l'avenir de nos sociétés. Nous en discutons à l'occasion de la parution de deux romans qui se répondent comme en écho. Théo à jamais de Louise Dupré, paru chez Héliotrope, et Rosa Dolorosa de Caroline Dorca-Fenech, paru aux éditions de La Martinière. Nous vous invitons, cher public, à vous les procurer et à les lire pour découvrir deux œuvres particulièrement fortes qui posent des questions fondamentales directement en phase avec notre temps. Notez qu'on peut les obtenir auprès de notre librairie partenaire, la librairie Gallimard à Montréal, à l'adresse suivante: gallimardmontréal.com. Avant d'en venir à notre discussion, laissez-moi vous présenter nos deux invités du jour. Née en 1975, Caroline Dorca-Fenech, diplômée de lettres modernes et de l'atelier scénario de la FEMIS, a travaillé comme lectrice de scénario, script doctor et enseignante. Rosa Dolorosa, son premier roman, est le fruit d'un travail de 10 ans. Poète, romancière, dramaturge et essayiste, Louise Dupré a quant à elle fait paraître plus d'une vingtaine de titres qui lui ont mérité de nombreuses distinctions, dont le prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec, le Grand Prix québécois du Festival international de la poésie et le prix de poésie du gouverneur général. Parmi ces derniers titres, mentionnons les recueils de poésie Plus haut que les flammes et La main hantée, édition du Norrois et édition Bruno Doucet, ainsi que les romans L'album multicolore et Théo à jamais, parus tous deux chez Héliotrope. Louise Dupré collabore régulièrement avec des artistes d'autres disciplines. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec et de l'Ordre du Canada. D'abord, afin de s'assurer la bonne compréhension de ceux et celles qui, parmi notre public, ne les auraient pas encore lus, je vous demanderai, Louise Dupré et Caroline Dorca-Fenech, de nous résumer brièvement la trame de vos romans respectifs. Commençons donc par vous, Caroline Dorca-Fenech, si vous le voulez bien. De quoi parle Rosa Dolorosa? Alors bonjour Guillaume, bonjour Louise. Alors Rosa Dolorosa raconte l'histoire de Rosa, une femme de 43 ans qui vit à Nice, sur la Côte d'Azur, en France, et qui refuse catégoriquement de croire en la culpabilité de son fils unique, Lino, qui a 23 ans, et qui est accusé du viol et du meurtre d'un enfant de 8 ans. Donc, elle refuse d'y croire et quand il est emprisonné, elle part en quête de son innocence, donc comme une croyante farouche. Alors, plus elle cherche et plus le doute s'immisce progressivement en elle et plus l'horreur finalement qu'elle a peur de découvrir s'incruste à la fois, on va dire, dans son esprit et dans son corps, jusqu'à ce qu'elle découvre, alors je suis un petit peu obligée de raconter la fin pour alimenter notre discussion par la suite, donc jusqu'à ce qu'elle découvre que ce fils qu'elle aime plus que tout, qu'elle a élevé seule suite à un divorce très douloureux, jusqu'à ce qu'elle découvre que son fils, qui nie son crime depuis le début, est effectivement coupable. Et là se pose la question, évidemment, de l'amour qu'elle lui porte. Est-ce que l'amour qu'elle lui porte change du fait de cette culpabilité ou non? Et elle fait le choix finalement de l'accompagner dans son désir à lui de mourir. Voilà de quoi parle Rosa Dolorosa.
Merci, Caroline Dorca-Fenech. Alors, ça met admirablement bien la table pour la suite des choses et je me tourne vers Louise Dupré. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce dont il est question dans Théo à jamais? Alors, je vais d'abord vous présenter les personnages. Ce sera nécessaire pour comprendre le roman. Alors, la narratrice, Béatrice, est monteuse pour le cinéma. Elle vit avec Karl Glackmayer, un homme qui est un biologiste qui vit de ses recherches dans le monde pharmacologique. Et il avait, quand elle l'a rencontré, 2 enfants. Sa femme, il était veuf. Sa femme était décédée dans un accident d'auto. On ne sait pas si c'est un suicide ou si c'est un accident véritable. Mais elle a élevé les 2 enfants comme si c'était les siens. Alors, la vie passe, ils sont ensemble depuis 15 ans. Théo, le petit garçon, le jeune homme, est rendu à 18 ans. Il ne va pas bien, il sèche ses cours, il est très dépressif, il est menaçant face à son père, on vit l'enfer à la maison. Jusqu'à ce que son père aille faire un séjour de recherche en Floride et Théo décide d'aller le rejoindre et on apprend tout au début du roman que Théo s'introduit dans l'auditorium où il donne une conférence à l'université et qu'il va essayer de tuer son père. Alors, il va blesser son père grièvement, mais un policier qui était présent dans la salle va tirer sur Théo et Théo va décéder. Alors, Béatrice va chercher pourquoi. C'est la grande question du livre. Pourquoi Théo a-t-il commis cet acte-là? Et tout est envisagé. Pourquoi l'a-t-il fait d'une part? Mais est-ce que le fait qu'il soit allé dans un endroit public veut dire qu'il souhaitait, après avoir tué son père, retourner son arme vers les auditeurs, les auditrices et faire un crime de masse, une tuerie. Alors, on envisage toutes les possibilités, le parricide, la tuerie de masse et même le suicide. Est-ce que c'était une façon de se suicider? Alors, voilà, mais il n'y a pas de réponse dans le roman. Alors, Béatrice va être confrontée constamment à ces questions. Merci Louise. Donc nous voilà fin prêt pour entrer dans le vif du sujet. J'avais d'abord envie de vous demander d'où vous est venu à toutes deux le désir d'écrire sur un tel sujet. Comment en vient-on à fouiller une question aussi grave que le rapport d'une mère à son fils meurtrier? Disons qu'il y a des sujets plus légers que celui-là. Alors, j'étais curieux et j'imagine que le public le sera avec moi de savoir comment vous en êtes venu à traiter de cette question. On peut peut-être commencer par Louise et ensuite Caroline. Bon, d'une part, c'est quand même un sujet actuel. Si on suit un peu l'actualité, notamment en Amérique du Nord, on voit de nombreuses tueries aux États-Unis, plus d'une par semaine. Donc, ça me questionne. On voit des fils très violents. On voit que c'est souvent les garçons qui ont des problèmes à l'adolescence, des problèmes de cet ordre-là, remarquez. Les filles en ont, mais d'autres ordres. Alors, mais ça me questionnait et le fait de passer à l'acte me questionnait aussi. J'ai lu un jour un livre de Jean-Bertrand Pontalis qui s'intitule « Un jour le crime », je vous le suggère. C'est un essai qui est fascinant et lui non plus n'en arrive pas à des réponses. Ça reste le grand mystère, le fait de tuer quelqu'un quand on n'est pas un criminel de métier. Alors, ça continue à me fasciner. Voilà.
Merci. Et Caroline Dorca-Fenech, de votre côté? Alors, moi, c'est une expérience intime et autobiographique. Donc, à l'âge de 27 ans, j'ai eu la révélation d'un secret de famille qui est que plusieurs de mes proches, très proches, ont été agressés par un cousin de notre famille qui était un jeune homme que tout le monde adorait, que tout le monde admirait. Et quand il y a eu la révélation de ce crime, la mère de cet enfant, qu'elle élevait seule, a eu une réaction qui m'a complètement sidérée. Elle a dit, de toute façon, mon fils n'ira pas en prison, sinon je le tuerai et je me tuerai, plutôt qu'il aille en prison. Et alors, cette phrase-là a créé vraiment un électrochoc, en fait, en moi. C'est-à-dire que la première réaction que j'ai eue a été une réaction de répulsion. J'ai trouvé ça complètement immoral, complètement terrible. Voilà, parce que évidemment, elle allait extraire son fils à la justice. Et en même temps, dans le même temps, enfin un petit peu après, mais après quasiment dans le même temps, j'ai été fascinée par l'amour que je sentais poindre dans cette réaction. Parce que pour moi, l'amour maternel n'a rien d'évident, parce que moi-même, j'en ai manqué quand j'étais petite, ma mère étant partie quand j'étais petite, donc j'ai été élevée par mon père. Donc, ça me fascinait, cet amour-là. Voilà. Et donc, en fait, le livre est vraiment né de la phrase de cette femme et de cette tension-là entre cette répulsion, cette immoralité et ma fascination pour l'amour de cette mère. Voilà. Et donc, j'ai en revanche pas raconté l'histoire réelle. J'ai plongé dans le personnage pour essayer d'en comprendre les méandres et notamment aussi, évidemment, les dimensions mythologiques oedipiennes et aussi, évidemment, on parle de, voilà, Médée aussi, enfin voilà, les dimensions mythologiques, voilà, qui m'intéressaient. Et donc, l'écriture a été une exploration de mes interrogations. Voilà. Très bien, merci. On y reviendra. C'était dans mon radar à cette importance de la mythologie qu'on retrouve par ailleurs aussi, autre écho, autre rime du côté de Louise Dupré. Alors, ça m'amène naturellement à ma seconde question. Le meurtre commis par le fils renvoie à la relation, vous l'avez dit tous les deux, trouble de l'homme à la violence. Alors, ma question, c'est celle-ci. La violence a-t-elle un genre? Est-elle essentiellement le fait des hommes, comme semble effectivement le suggérer l'histoire des guerres et les tueries qu'on rapporte quotidiennement dans les médias que vous évoquez, Louise Dupré, qui est au cœur de votre roman? Y a-t-il une violence spécifiquement masculine? Et si oui, d'où vient-elle? Est-ce que je me lance? Allez, Caroline. Allez-y, Louise. C'est la grande question. C'est la grande question. Il y a aussi une violence féminine. Bon, d'ailleurs, dans le roman, il y a une petite fille qui a 18 ans aussi et qui va tuer son père. Il y a des femmes qui sont violentes. Et si on regarde les crimes qu'il y a eu, par exemple, Violette Nausière, les sœurs Papin et tout ça, mais je crois que ce n'est pas la même violence. Et force est de remarquer que très souvent, ce qu'on voit actuellement, bon, ce sont des actes, en tout cas dans les tueries, 98% des cas, ce sont des hommes qui vont être violents. Moi, je n'ai pas de réponse. Je pose la question. Je remarque les faits, je regarde. Et est-ce que c'est culturel ou c'est naturel? Je ne sais pas. Mais ce qu'on remarque, c'est que les problèmes de dépression, les problèmes mentaux, généralement chez les femmes, ne se posent pas de la même question. Il va y avoir des problèmes d'anorexie, des problèmes d'automutilation, des problèmes de dépression profonde. Alors, je ne suis pas psychanalyste et je regarde. Le romancier et la romancière, c'est l'individu qui regarde sa société et qui, à partir de ça, essaie de construire même pas un système, mais qui s'intéresse à un individu. Alors, moi, j'ai choisi de m'intéresser à un garçon
parce que c'est plus évident chez les garçons et que ça m'intéresse vraiment, ce phénomène de violence-là dans la société. Mais malheureusement, je ne peux pas vous apporter de réponse et je ne suis même pas sûre qu'un psychanalyste ou un psychiatre pourrait en apporter une. Merci. Alors, Caroline Dorcas-Fenech? Oui, alors ça c'est un des grands, je pense, points communs de nos deux romans avec Louise qui, voilà, nous posons des questions, nous nous interrogeons profondément d'où vient la violence, mais sans avoir de réponse complètement faite. Ce serait vraiment présomptueux, je pense, d'apporter comme ça une réponse toute faite. Il y a un spectre de raisons. Alors, votre question, c'était est-ce que la violence est genrée? Est-ce qu'elle est masculine? Alors, évidemment, je réponds comme Louise, les hommes n'ont pas l'exclusivité de la violence, bien sûr. Les femmes aussi ont de la violence. D'ailleurs, dans mon roman, finalement, Rosa termine par un acte extrêmement violent, puisqu'elle tue son fils. Hein. Il y a, en revanche, évidemment, dans les prisons, plus de 90% des condamnés sont actuellement des hommes. Condamnés pour des actes violents sont actuellement des hommes. Donc, ça pose vraiment une vraie question de société. Hein. Donc, les réponses sont diverses. Hein. Il peut y avoir un déterminisme social, on ne peut pas l'exclure. Hein. Il y a aussi une conformité à ce qu'on appelle une masculinité violente aussi, hein, cette chose-là qu'on ne peut pas exclure non plus. Comment, puisque c'est notre thème aussi, hein, comment est-ce qu'on élève les hommes? Est-ce qu'on les élève trop dans cette conformité-là à une masculinité violente? Hein, voilà, bon, évidemment, tout ça, c'est une cause. En ce qui concerne, moi, mon personnage, il a une violence particulière parce qu'il est pédophile. Donc, la pédophilie, c'est un trouble mental qui a, pareil, des causes diverses qu'on ne pourra pas circonscrire. À un moment donné, d'ailleurs, dans le livre, je pose la question, est-ce qu'on aurait pu l'aider? Est-ce qu'on aurait pu éviter cette violence? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Alors, il y a des aides, mais est-ce qu'on aurait pu éviter la pulsion finale, la pulsion violente? Est-ce qu'on peut l'éviter complètement? Vous voyez, est-ce qu'on peut l'éradiquer complètement? Ça, c'est une question qui me fascine aussi. Hein. Je suis assez pessimiste, je suis obligée de l'avouer. Je ne crois pas. Alors voilà, moi, ce qui m'intéressait, tout comme lui, c'est de poser les questions. Hein, de nous interroger, d'être en face aussi, d'être posé en face à cette violence, de l'accepter, de la regarder. Cette violence-là existe. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'elle nous traverse? Et comment est-ce qu'elle nous contamine? Bon, je suis peut-être un petit peu longue, mais enfin, c'est-à-dire que c'est pour ça, que moi j'ai pris personnellement le point de vue de la mère parce que et non pas le point de vue du meurtrier, parce que la violence, une violence qui est faite, un crime ne concerne pas uniquement le criminel et sa victime, mais elle concerne tout le monde, elle nous contamine tous. Voilà, et c'est ça qui m'intéressait aussi d'exprimer dans le roman, en fait. Voilà. Très bien. Alors, si effectivement vous ne donnez pas de réponse, il y a du moins des hypothèses qui sont, je dirais même pas avancées, mais simplement explorées. Je pense au personnage de Béatrice qui relaie une hypothèse qu'on a déjà entendue, c'est-à-dire celle d'un fond d'agressivité indomptable qui serait inscrit dans les gènes et le devenir de l'espèce et qui remonterait au temps de la horde primitive où les mâles avaient à se battre pour imposer leur domination sur les autres. Alors, je me suis posé la question, à l'heure où certains affirment la préséance du construit socioculturel sur les déterminants biologiques, est-ce que cette idée d'instinct atavique a encore un sens? Peut-être Louise, puisque c'est l'hypothèse émise par Béatrice, vous-même, vous posez la question, vous lancez l'hypothèse sans nécessairement on a l'impression que Béatrice y croit vraiment, mais bon, il fallait quand même la mettre sur la table. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est une très belle question, Guillaume. Et on pourrait en discuter, on pourrait faire un colloque autour de cette question-là, parce qu'actuellement, on a beaucoup insisté sur le construit.
entre autres, dans le cadre des Cultural Studies, de l'éducation et tout, à partir des années 60, 70, avec le féminisme, on a parlé justement de ce construit-là dans l'éducation des garçons et des filles. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. Sauf que je me pose des questions et souvent, j'entends parler des amis qui ont des petits garçons et des petites filles quand il n'y a pas de micro, quand on n'est pas à l'université, quand on va dire, ben, c'est quand même étrange que les petits garçons se comportent d'une certaine façon à 3 ou 4 ans et les petites filles d'une autre façon. On dit de plus en plus que l'école n'est pas faite pour les petits garçons. Alors, pourquoi est-ce que c'est construit ça aussi? Pourquoi est-ce que les garçons s'adaptent moins bien à l'école que les filles et tout? Et moi, je veux poser la question. Je sais que ça peut avoir l'air réactionnaire. Je l'avoue, je suis prête à poser des questions parce qu'il me semble que même quand on croit à certaines idées, et je crois, comme disait Simone de Beauvoir, qu'on ne naît pas femme, on le devient. On peut dire on ne naît pas homme, on le devient, qu'il y a quand même le biologique. On est des corps. Et il ne faut pas penser que l'esprit est totalement dissocié du corps. Je pense qu'on fait une erreur. Moi, j'aime bien la vision qui voit une sorte, disons, d'interaction entre le biologique et le construit, qui travaille aux deux. Bon, Kristeva va dans ce sens-là un peu. Alors, moi, disons que ça m'interroge, ça me questionne et je voulais mettre sur la place publique, et non pas la plage publique, la place publique, des questions qu'on se pose en privé, mais qu'on n'ose pas dire parce que ça ne fait pas bien actuellement. Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Ben, je suis, on ne peut plus en accord avec vous là-dessus. Je pense qu'il y aurait effectivement un grand colloque enfin plus qu'un colloque à faire sur la question qui est probablement une des grandes questions. C'est-à-dire que je pense qu'on s'accorde tous pour reconnaître qu'il y a une grande part, plus grande même que ce qu'on a admis traditionnellement de construit social dans nos représentations et de la manière dont ça sculpte nos existences, ça sculpte nos vies. Mais là, c'est comme si on basculait à un autre extrême au point de carrément nier toute forme de déterminisme biologique, ce qui serait simplement, peut-être, peut-on penser, un symptôme de l'être humain moderne qui est à ce point déconnecté de la nature, qui va s'imaginer n'être que culture. Et c'est peut-être là, justement, une forme d'amnésie, une forme de refoulement qui produit des effets en retour extrêmement violents. Et donc, une part de cette violence-là qui est au cœur de vos romans vient de l'incapacité de reconnaître ce qui est à l'œuvre, inscrit profondément, effectivement, peut-être dans une strate biologique qu'on aurait, comment dire, forclose à travers le discours, effectivement, contemporain. On aura l'occasion d'y revenir parce que la violence, elle prend toutes sortes de formes aussi dans vos romans, mais j'aimerais donc, vous avez reconnu effectivement l'existence d'une violence féminine, ce serait difficile de ne pas le faire, mais ce que j'entends aussi de ce que vous dites, c'est que, enfin, je ne sais pas si les mots sont bons. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait quelque chose, une des divisions possibles entre masculin et féminin sur la question de la violence, ce ne serait pas de penser, en accord avec cette thèse-là, donc de Béatrice, ou cette hypothèse qu'elle lance, penser à une forme de violence endogène au masculin, alors que la violence féminine serait plutôt exogène dans la mesure où elle est une réaction par rapport à une domination, disons, masculine qui l'oblige, qui l'accule au mur et qui l'oblige à recourir à des moyens qui ne lui sont pas naturels? Est-ce que oui, je ne veux pas non plus prendre... je peux demander je vais demander à Caroline ce qu'elle en pense et je reviendrai après donc à Louise. J'ai pas de réponse vraiment à cette question. Je sais qu'il y a eu des expériences menées par des sociologues pour essayer
déterminer si la violence est masculine ou féminine. Et au final, on s'est rendu compte que quand les femmes étaient masquées, se voilaient, elles étaient finalement aussi violentes que les hommes. Par exemple, quand elles jouaient à des jeux vidéo, et qu'elles étaient plus sensibles finalement au regard qu'on portait sur elles, et donc finalement elles sont plus, on va dire, enclines à se conformer à une image de la féminité non violente, mais qu'elles seraient finalement, quand elles sont masquées, tout aussi violentes que les hommes. Alors je ne sais pas répondre à votre question. Est-ce que non, voilà. Je dirais que, pour revenir au texte, c'est vrai que dans mon texte, il y a effectivement un fil de violence masculine dans mon texte, parce que Lino a un père violent, voilà. Et effectivement très violent, et on peut imaginer qu'une partie de cette violence lui est transmise, donc évidemment acquise, mais comme je disais tout à l'heure, il y a aussi une violence sans doute pulsionnelle, et donc effectivement là on est plus de l'ordre biologique, qui s'exprime au moment du passage à l'acte, qui est pour moi l'énigme absolue, qui est l'énigme du mal, d'ailleurs, qui est l'énigme du mal. Voilà. Alors que Rosa, si elle passe à l'acte, c'est quelque part à la demande de son fils qui, d'une certaine façon, demande au féminin d'éteindre ce qui en lui brûle trop violemment pour qu'il soit capable de le contenir. Et c'est par souci de protéger les autres enfants que le sien, qu'elle finit par faire cet acte qui est à la fois, évidemment, terrible, mais qui nous force à penser l'amour d'une façon extrêmement complexe. Ce sont des sentiments complexes, mais j'aimerais quand même donc prendre la peine de citer un passage, parce que ce qui fait la force de vos deux romans, donc Louise Dupré et Caroline d'Orca-Phénix, c'est que vous ne vous enfermez jamais justement dans une image figée, c'est-à-dire qu'on voit passer certains stéréotypes, mais qui sont d'emblée et presque immédiatement déconstruits. Alors, je pense à ce passage que je cite. Devant l'inaction de l'avocate, Rosa en vient à avoir envie de frapper quelqu'un, n'importe qui, une victime au hasard, juste pour avoir l'impression de faire quelque chose, n'importe quoi pour tenter d'agir sur ce réel qu'elle refusait, qu'elle haïssait, et cette violence l'inondait, la contraignant de se recrocher à la douceur de Marc pour ne pas s'y noyer. Alors là, on voit les rôles inversés, où le désir de violence est le fait de la femme et la douceur est donc celui de l'homme. Alors, perpétuellement, voilà, on a, et c'est peut-être ce que l'écriture a à nous faire prendre conscience, il peut peut-être y avoir des rôles, disons, plus spécifiques, mais ils sont appelés à bouger quand même perpétuellement, suivant la fluidité de chaque personne, de ce que la situation commande ou permet. Oui, alors c'est une grande caractérisation du personnage, de mon personnage de Rosa, qui a extrêmement de violence en elle, en fait, donc qui est une violence qu'elle retourne contre elle et qui s'exprime dans son corps, parce que c'est une femme qui est malade, le livre commence, elle a une tache sur la jambe qui va s'étendre, et ce sont finalement des problèmes veineux qu'elle a qui font qu'elle est hospitalisée, et elle a une veine qui se bouche, donc évidemment cette maladie, je pense qu'on peut comprendre qu'elle est très psychosomatique, enfin je veux dire c'est ce qu'elle ne voit pas, ce qu'elle refuse de voir, cette monstruosité qui l'environne, qui ressort dans son corps, et c'est une violence. Mais oui, il y a une inversion des rôles, oui, dans le passage que vous dites, parce que le livre et il y avait une importance pour moi de ne pas plonger complètement dans la noirceur et la violence. Il y a ombre et lumière, je dirais, et donc il y a aussi dans le livre la possibilité d'un amour qui est de Rosa, de cette mère, avec un homme auquel elle aurait pu se raccrocher si elle en avait fait le choix. Mais
oui, la violence de Rosa, elle est très construite aussi. Hein. Elle est aussi construite par des hommes violents et aussi par une enfance aussi qu'elle a eue, un manque maternel elle-même, hein, qui la pousse à construire d'ailleurs sa propre figure maternelle. On en parlera peut-être tout à l'heure. Louise Dupré, je vais reformuler la question pour vous permettre de répondre à votre tour, en observant que l'empathie dans les deux romans, encore une fois, est surtout manifestée par des femmes, alors que les hommes apparaissent quand même plus fermés sur eux-mêmes. Et on est encore dans les généralités, mais on ne peut pas passer à côté de cette constatation-là, la lecture de vos deux romans. Donc, est-ce que une des causes de la violence pourrait s'expliquer, en partie du moins, par une plus grande difficulté à se mettre à la place de l'autre, qui, ressenti comme un étranger, serait plus facile, je mets 3 guillemets, à tuer? Est-ce que la violence serait, est-ce qu'on peut penser qu'elle serait la conséquence d'une dissociation de l'homme, du masculin, avec l'émotion qu'il tend à mettre à distance, laquelle en viendrait plus aisément à le posséder sur le mode de la crise, comme un retour du refoulé, là où la femme, socialement, culturellement, est plutôt encouragée justement à habiter cette dimension-là dont l'homme se trouve quelque part fort clos. Et là, on est au cœur même de notre sujet, puisqu'il s'agit de l'éducation, effectivement. Alors, Louise. Bon, c'est sûr que je ne peux pas répondre, moi non plus. Je ne me risquerai pas une réponse globale ou sociologique ou générale. Mais il est évident que Théo est un enfant qui est enfermé en lui-même. Et Lino aussi, parce qu'il n'a jamais parlé de ses problèmes. Oui. Et effectivement, il y a peut-être une difficulté d'expression chez les garçons, une difficulté à exprimer ses sentiments qui est plus grande que chez les filles. Souvent, je dis pas, je veux éviter vraiment les généralisations. Et on ne réussit pas à faire parler Théo, on ne réussit pas, et la seule façon dont il peut parler, c'est en se fâchant, c'est en menaçant, c'est en lançant des injures, des insultes, alors que Lino est plutôt gentil, lui, avec sa mère. Alors, c'est un garçon très sympathique, Lino. Il a son côté secret. Bon, Théo, lui, est désagréable, de sorte que Béatrice en vient à être très agressive face à lui. Et son père, justement, on revient sur les stéréotypes. Au contraire, son père est très patient et beaucoup plus doux peut-être avec lui que le serait Béatrice. Béatrice qui n'ose pas prendre toute la place qu'elle pourrait parce qu'elle n'est pas la mère. Elle est la belle-mère et elle laisse au père la première place. Alors, est-ce qu'on peut parler de généralité? Si on va voir du côté des jeunes tueurs, on n'a qu'à regarder la télévision, on va nous dire c'était un enfant qui ne parlait pas, qui était renfermé, qui ne voyait personne. Il semble que cette constante-là soit là. Mais est-ce que ça explique? Je pense qu'effectivement, quand on ne réussit pas à s'exprimer, on garde quelque chose de très lourd en soi. N'oublions pas non plus que Théo vient d'une histoire de violence, au sens où son oncle a été dans un camp de concentration, son père est d'origine allemande, ce sont des réfugiés. Alors, le père de Karl, j'entends son grand-père, un de ses oncles est mort dans un camp de concentration parce qu'il était communiste. Alors, il subit tout le poids de cette histoire-là. Et quand son père parle allemand, il sort de la pièce. Mm-hmm. Justement, il y a une sorte de résistance. Là. Il est coupé, justement, de son histoire, de ses émotions. Il est coupé, d'une certaine façon, de lui-même. Tout l'intérêt, en fait, du roman me semble être
problématiser ce rapport-là à la fois à un héritage généalogique, mais qui pourrait sauter des générations dans la mesure où, l'oncle Heinrich est un peu plus loin que le père, mais en même temps, voilà, donc il est à la fois comme une référence et comme une source de souffrance. C'est comme si on peut être enceinte d'un point de vue masculin de la souffrance qui est accumulée à travers tout un arbre généalogique. Et en même temps, et une autre façon de montrer à quel point vous en venez à déconstruire toute forme de stéréotype, il y a Béatrice, qui n'est pas la mère biologique de Théo et qui se demande s'il y a une part d'elle quand même, et là on serait plutôt dans le construit, ce qu'elle lui transmet à travers l'éducation, qui serait passé en Théo. Et là, je pense à ce passage où elle confesse, moi, l'été de ma crise, puisqu'elle aussi, donc, elle a subi une crise à l'adolescence, je pense, ou enfin dans l'enfance, j'avais dissimulé mon vacillement, j'avais réussi à berner tout le monde. Et donc, la honte d'être fragile, comme elle le dira, c'est donc une chose dont les femmes font également l'expérience, ou est-ce qu'il faudrait penser que Béatrice aurait trop fortement intériorisé la mentalité masculine quant au rapport à l'émotion, à la vulnérabilité? Je pense à cette image sur laquelle s'ouvre pratiquement le roman de la mère courage qui pose son bouclier pour protéger ses hommes, son fils et son mari de la mort. Hein? Et la rencontre d'Eros et Thanatos, j'y vois comme une figure presque d'une Athéna, hein? Donc, où le féminin et le masculin sont imbriqués dans le même corps. Alors, est-ce qu'on peut arriver à détricoter tout ça ou ça se présente d'emblée comme une énigme impossible à résoudre? Selon moi, c'est une énigme impossible à résoudre et il y a tout un travail. Vous me parlez d'Athéna, je trouve ça très juste, je trouve votre lecture extrêmement intéressante, mais quand on écrit, si on pensait clairement ou consciemment à des figures mythologiques, tout ça, sans doute qu'on n'écrirait pas. Moi, j'ai pensé à une autre figure, c'est la figure de Mère Courage. Alors, qui est plus près de nous, cette figure-là, j'y ai pensé. Mais c'est sûr que les femmes, on ne faut pas opposer. Je ne voudrais pas qu'on pense que j'oppose masculin, féminin, que tout part d'un essentialisme qui est logé dans la biologie. C'est sûr qu'il y a la grande partie de ce qu'on est construite. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on n'oublie pas qu'on a un corps et qu'on était des animaux et qu'on a hérité de beaucoup de choses des animaux. Alors, à partir de là, évidemment, les personnages prennent leur place dans une famille, dans une société, et puis se posent des questions et reflètent ou répètent ou ne veulent pas répéter ce qui s'est joué durant ou pendant le travail des générations précédentes. Alors, il y a toute une mémoire oubliée qui joue ou une mémoire qu'on veut oublier qui est extrêmement importante dans le cas de Béatrice. Mais je crois que chez Caroline, Rosa essaie davantage de se souvenir. Elle est plus consciente peut-être. Béatrice, elle, va essayer de... la douleur de Béatrice est très différente. Elle vient de la folie familiale, alors que celle de Rosa vient d'une violence familiale, consciente et très, très présente encore chez elle. Oui, alors... Caroline, ce qui est très différent dans les deux personnages de Béatrice et de Rosa, c'est que Béatrice, c'est une intellectuelle. Elle a un travail de monteuse, elle a un bagage culturel très construit. Alors que Rosa vient d'une famille modeste, elle est plutôt d'un milieu social même très modeste. Je crois que je l'ai pas dit, mais son métier est d'être restauratrice. Elle a un petit restaurant modeste. Elle ne lit pas. C'est pas du tout quelqu'un d'intellectuel. C'est quelqu'un de physique.
Et donc, elle réagit de façon physique, on va dire. Donc, évidemment, elle se pose plein de questions, mais ce ne sont pas des questions construites, on va dire, à la manière de Béatrice. Il y a quelque chose qui m'a frappée dans Théo à jamais, que je trouve, enfin, c'est que c'est la référence au ruban blanc de Haneke. Et ce moment où se pose la question de l'éducation et ce moment où Karl refuse d'éduquer Théo à la manière dont ont été éduqués les petits nazis, c'est-à-dire à la dure. Dans Le Ruban Blanc, qui est un film extraordinaire, on voit bien, oui, magnifique, voilà, où on voit bien l'éducation des garçons et des filles, d'ailleurs, à la dure, qui va mener à une génération de nazis soumis, d'accord. Et Karl essaye de faire l'inverse, parce que Béatrice se pose la question, essaye de faire l'inverse et se pose la question, est-ce qu'on lui a pas trop cédé? Et évidemment, sans qu'il n'y ait de réponse, on est d'accord, on ne pourra jamais savoir, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que ça rejoint ce que vous disiez, c'est que quoi qu'on fasse, il y aura toujours une énigme, enfin l'énigme d'une violence qui risque de perdurer. Enfin, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Béatrice, avec ce que je dis? Oui. Est-ce que vous me permettez, Guillaume? Je vous en prie, Louise. Alors, mais je dirais que derrière tout ça, il y a la question, je ne sais pas si vous serez d'accord, Caroline et Guillaume, la grande question, c'est est-ce qu'on fait bien avec nos enfants? Voilà, exactement. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Exactement. Est-ce qu'on est des bons parents? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut faire? Et la culpabilité, c'est quand même extrêmement important ça vient avec la maternité et avec la paternité. Mais je pense que comme les femmes sont dans nos sociétés aux premières loges, comme ce sont surtout elles qui élèvent les enfants au premier temps, elles sont magnifiques pour se sentir coupables. Et effectivement, on le voit chez Béatrice qui se sent coupable de tout, c'est de sa faute, et le policier doit lui dire, même en Floride, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Et puis, on sent aussi que Rosa se sent coupable beaucoup. Alors, ce sont des romans de la culpabilité maternelle. Complètement. Il y a donc la travailleuse sociale, Hélène Gartner, qui, pour essayer d'atténuer la douleur, la culpabilité ressentie par Béatrice, lui dirait, il y a tellement d'ados aimés qui tournent mal, il n'y a pas aussi seulement, comment dire, on est devant le cas, bon, il peut y avoir certains manquements, certaines failles. Béatrice peut se demander à quel point la colère qui l'habite aussi, comme pour Rosa, elle n'a pas donc débordé, elle n'a pas su donner l'exemple, éduquer comme il faut. Donc, le rapport à ce ressenti-là, ce qui fait que donc, le fils se transforme en une espèce d'incubateur où perpétuellement il est aux prises avec des forces obscures avec lesquelles il ne sait pas, on ne lui a pas appris donc à négocier. Ça pose aussi la question de la fonction, du rôle de l'école ou de l'institution, puisque on le fait déjà pour d'autres matières. Alors, comment se fait-il que en 2021, il n'y a pas des rudiments de psychologie qui soient transmis pour éduquer nos fils et nos filles à savoir, comment dire, négocier avec cette sphère intérieure qui est tellement complexe. Je ne sais pas quelle est votre pensée là-dessus. C'est-à-dire que la psychologie, on la retrouve à l'école, mais lorsqu'on l'a choisie dans un cursus spécialisé, est-ce que ça ne devrait pas faire partie minimalement d'une formation générale, sans ambitionner de vouloir faire de chacune un psychologue ou un expert en psychologie? Je pense, Louise Dupré donc, le connaîtra certainement, à un jeune psychanalyste, Nicolas Lévesque, qui a publié dernièrement un essai qui s'appelle Fora, où il se questionne sur la responsabilité qu'a une société à l'égard des citoyens, à commencer par les enfants, mais aussi donc les adultes, où l'accès à ce genre de service est extrêmement difficile et souvent réservé aux mieux nantis. Alors,
on se retrouve dans la situation d'orphelin psychanalytique ou psychologique, alors que ce savoir-là a révolutionné notre compréhension de l'être humain depuis Freud et au-delà. Quelle est votre pensée là-dessus, Caroline Dorca-Fenech? Oui, je pense que ce serait nécessaire que l'école prenne en charge ce genre d'éducation à la bienveillance et à l'empathie, mais ne pourra pas se substituer aux parents et au bagage originel, au bagage d'amour originel que les parents apportent à un enfant. Et dans le cas des deux romans, même si, vous voyez, Rosa a essayé d'être une bonne mère, de même que Béatrice et Karl ont essayé d'être de bons parents, on voit bien qu'il y a des failles. Théo a perdu quand même sa mère. Il ne sait pas, sa mère s'est peut-être suicidée, ce qui est quand même un gouffre pour un enfant. C'est un gouffre pour un enfant. Et en ce qui concerne Lino, il a vécu la violence de son père. Donc, oui, il faut éduquer à la bienveillance et à l'empathie à l'école. Il faut éduquer les garçons à détruire les clichés d'une violence masculine, bien évidemment, et les éduquer au féminisme et tout ça, mais on ne peut pas se substituer à la bienveillance familiale. Et on devrait éduquer aussi les parents, en fait, à la bienveillance. Je vais prendre la balle au rebond. Alors, toujours pour revenir à vos deux romans, l'éducation donnée par les mères à leurs fils s'avère en bonne partie, on a eu l'occasion de le souligner, tributaire de l'éducation reçue et de l'enfance qu'elles ont elles-mêmes vécue. Vous en témoignez tout à l'heure pour vous-même, personnellement, Caroline Dorca-Fenech. On note dans les deux cas donc une volonté d'échapper à l'héritage familial et de rompre avec la malédiction qui semble s'y attacher. Cancer de la mère de Rosa, folie de l'oncle Guy du côté de Béatrice. Autre grande question, peut-on s'émanciper du roman familial? Est-on condamné, qu'on le veuille ou non, à reproduire en tout ou en partie le parcours de ceux et celles qui nous ont précédés? Alors, Louise? Je crois qu'on n'est pas condamné. Nous, on a décidé, Caroline et moi, d'écrire des romans où cette histoire-là refait surface. Mais dans le Théo à jamais, Elsa, la sœur de Théo, semble s'en sortir. Alors, elle suit les traces de son père, on verra ce qu'elle deviendra, mais quand même, c'est une jeune femme qui semble équilibrée, qui fait sa vie, qui a un amoureux, qui construit quelque chose et qui veut se tourner vers les autres pour apporter quelque chose à la société. Mais effectivement, on est actuellement dans une société de l'oubli. C'est une société qui va très, très vite, qui tourne à la vitesse de la lumière. Je pense qu'on est tout le monde d'accord. Et on ne prend pas le temps d'intégrer la mémoire. Alors, la mémoire familiale, la mémoire sociale, la mémoire politique, on oublie tout au fur et à mesure. Et ça, je pense que c'est c'est très néfaste pour des individus et pour une société. Et effectivement, on voit très bien que Théo, lui, n'a pas voulu se souvenir. Il refuse l'histoire de son père. Il refuse de se rappeler, il refuse ses origines. Caroline l'a dit, la mort de sa mère, il était trop petit pour l'intégrer, alors que Elsa, elle était un peu plus vieille, elle se souvient de sa mère, ça fait toute une différence. Et deuxièmement, le moment où Théo était bien, c'est quand il faisait de la musique, quand il s'exprimait. Et le fait qu'il se sente dépressif a fait en sorte qu'il a arrêté de s'exprimer. Il s'est tourné vers lui-même, il a été emmuré en lui-même. Et c'est ça qui a été néfaste.
Donc, par rapport à la mémoire, je pense à cette notion développée par Freud de souvenir écran aussi. On se souvient de certaines choses pour ne pas se souvenir de d'autres choses, hein. Et ça a appelé en moi la notion d'image écran. Il y a des souvenirs écran et des images écran. Et dans les deux romans, ça m'a frappé à quel point, bien sûr, l'image joue un rôle fondamental. Image que la mère se fait d'elle-même et de son propre rôle, image qu'elle se fait du fils de la famille parfaite, image qu'elle se fait d'une vie réussie, d'une maternité accomplie, de ce que c'est qu'une bonne éducation. Rosa et Béatrice en viendront cependant à prendre conscience, à travers le calvaire où les plonge le crime de leurs fils respectifs, combien ces images écrans ont contribué à fausser la réalité et à les aveugler sur des vérités qu'elles confessent avoir eu peur de regarder en face, du moins dans un premier temps. Les deux romans sont une prise de conscience de cette importance de regarder en face ce qu'on a refusé de considérer. J'ai pensé d'ailleurs au roman de Simone de Beauvoir, Les belles images, en vous lisant, à bien des égards. Et il y a cette citation de Béatrice, hein, décidément, ma belle image craquait de partout. Alors, idéalisation, adulation, idolâtrie, c'est le mot qu'on retrouve sous la plume de Caroline Dorca-Fenech à propos de son fils qu'elle vénère, hein, Lino. On ne peut qu'être frappé par la manière dont ces deux mères projettent sur le fils l'image de l'enfant rêvé qu'elle désire qu'il demeure ou qu'il redevienne dans le déni de l'adulte en devenir. J'aimerais vous entendre chacune sur ce rapport très problématique de vos personnages à la réalité et au travestissement qu'elle lui impose de toutes sortes de façons et pour toutes sortes de raisons. Alors, je peux peut-être donner la parole à Caroline. Oui, alors effectivement, comme je l'avais dit au début, Rosa est une croyante. Donc, elle a un système de croyances. Alors, l'image, la mère qu'elle est une construction mentale. Elle a construit une image de la maternité contre sa mère, hein, en refusant l'absence de sa mère. Mais quand on refuse de reproduire quelque chose, hein, un passé, c'est aussi une façon de s'y aliéner. Hein, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, elle a construit cette image-là. Elle veut absolument être une bonne mère. Et effectivement, ça voile la réalité et ça fausse le lien qu'elle a avec son fils, parce qu'elle ne le voit plus qu'à travers ce filtre-là de bonne mère et de bon fils. Et effectivement, la relation qui en ressort, hein, entre eux est finalement toxique. Hein, c'est une relation qui est au bord de l'inceste. Hein, la question de sa culpabilité se pose à un moment parce qu'elle se demande effectivement si finalement, en pensant être une bonne mère, si finalement elle n'a pas été elle-même un monstre, si ce n'est pas elle qui a engendré le monstre. Alors, sans qu'on réponde oui ou non à cette question, en tout cas, la question est posée. Donc oui, Rosa, tout le livre montre son rapport faussé au réel. C'est-à-dire que tout ce qu'elle voit est à travers un filtre, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a comme une boue qui se pose sur l'idéalisation, hein, qu'elle se faisait de son rapport à son fils, d'elle en tant que mère. Le crime vient poser une espèce de boue qui va laver un petit peu ce regard et lui permettre de voir la réalité en face. Alors, le tragique de la situation, c'est qu'à la fin, finalement, son idéalisation revient, ce qui l'amène à tuer son fils, parce que finalement, il y a un refus final de voir la réalité. Hein, donc, elle est quand même dans une pathologie, on est quand même on est quand même dans une maternité toxique avec Rosa. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question, mais voilà. Louise Dupré? Je crois que la situation de Béatrice est différente de celle de Rosa. Parce qu'il y a un homme dans sa vie et qu'elle aime beaucoup, Carl. Il y a une autre petite fille aussi. Théo n'est pas enfant unique. Alors, il n'a pas, de la part de Béatrice, la même adulation
que Lino a de la part de Rosa. Ça, au point de départ, je pense qu'il faut le mentionner. Mais la question qu'elle se pose, c'est que les dernières années, pendant qu'il était adolescent, bon, elle travaille beaucoup, elle monte des films, elle est chargée de cours à l'université parce qu'elle travaille à la pige, donc il faut boucler les fins de mois. Elle s'intéresse à son art. Et son père travaille très fort. Il est en train de trouver un nouveau médicament contre la dépression. Alors, elle se pose la question, est-ce qu'on n'a pas abandonné Théo? Est-ce qu'on lui a consacré assez de temps? Est-ce qu'on a pris le temps de regarder nos enfants? Et c'est la grande culpabilité, je crois, qu'elle retient de la situation. Est-ce qu'elle a été là vraiment pour Théo? Ou si, quand tout va bien dans une famille, les enfants vont à l'école, on a notre métier, la vie tourne, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter et de vraiment se demander si ça va vraiment? Alors, en ce sens-là, je pense que oui, il y a une image parfaite. Elle voit Théo continuer ses études, comme sa sœur Elsa, qui est à l'université, suivre les traces de son père. Mais en fait, si j'avais une petite méchanceté envers mon personnage, c'est peut-être parce que c'était plus facile. Hein, tout va bien, donc pourquoi est-ce qu'on se poserait des questions? Pendant ce temps-là, la vie continue. On fait ce qu'on a à faire, et puis tout à coup, la situation lui a explosé dans la figure. Et là, son image, justement, le fait qu'elle n'ait pas été présente, l'a vraiment interrogé. Merci. Alors, le temps file. Il nous reste 4 minutes. Peut-être une dernière question avant de clôturer cet entretien qui aurait pu durer, ma foi, le double du temps. Donc, j'ai été frappé, et Caroline Dorca-Fenech, vous l'évoquiez, par le fait que ce refus de voir le mal ou la tentation de se le cacher, donc elle s'expose dès l'ouverture du roman par le fait que Rosa essaie de cacher cette tache qui apparaît dans le corps. On a parlé de psychosomatisation, qu'elle découvre son genou, et tâche qui va s'étendre tout au long du roman. Vous y revenez souvent, vous en parlez comme d'une floraison, comment dire, floraison toxique, ou enfin, et on y devine aussi une façon de filer aussi la métaphore avec la méduse qui étend ses tentacules un peu partout. Ça m'en frappe. Elle va s'enduire les jambes d'un gel glutineux qui fait penser à la substance dont sont faites évidemment donc les méduses, comme si elle s'enveloppait déjà dans le rêve de son fils, qui a quelque chose de troublant dans la mesure où il est fasciné par ces animaux des profondeurs, qui cumule à la fois la grâce, la beauté, et on voit un rapport avec la fascination de Lino pour les enfants, cette beauté flottante. On parle de feu follet ou de petit ange, il me semble, du côté de Théo aussi à un autre moment. Et donc cette méduse qui, évidemment, évoque à la fois le personnage mythologique de Méduse, qui renvoie à un féminin archaïque qui viendrait quelque part, donc, étendre ses tentacules, sa possession dans la psyché à la fois du fils et de la mère. Alors, cette figure de la méduse, qui d'ailleurs orne de très belle façon votre roman, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qui... Voilà, je veux vous entendre là-dessus. Alors, évidemment, il y a une métaphore, mais la méduse, elle est... il y a une attraction et une répulsion de la méduse. Et donc, c'est ce qui représente aussi le personnage de Lino, qui est à la fois extrêmement séduisant et extrêmement monstrueux. Donc, c'est les deux parts de ce personnage et de ce personnage de Rosa. Et la méduse, évidemment, c'est celle qu'on ne peut pas regarder en face sans en être brûlée et pétrifiée. Et à la fin, Rosa, d'ailleurs, après le meurtre de son fils, elle commence à être pétrifiée elle-même.
hein, ses jambes se fossilisent et de s'être collé à une monstruosité, au mal, en fait. Donc voilà ce que je peux en dire peut-être du choix de Merci. cette méduse. Je vais devoir donc conclure là-dessus et j'aurais aimé aller du côté de Louise Dupré qui parle comme ça d'une espèce de savoir. On en a parlé de la mémoire d'un savoir immémorial qui vient de plus loin que nous-mêmes et on peut se demander si le mythe, c'est pas précisément ça. Hein? Donc, ce qui en nous se souvient de plus loin que nous, et là, il y aurait peut-être des clés à explorer de ce côté-là et qui mettent en question notre individualisme, qui nous coupe effectivement de cette chaîne généalogique qui va au-delà même de la famille biologique ou immédiate. Alors, un dernier mot pour remercier nos deux romancières, Caroline Dorca-Fenech et Louise Dupré, pour ce très riche entretien qui s'est tenu dans le cadre du Festival littéraire international Métropolis Bleu de Montréal. Merci également à notre public que nous invitons à poursuivre la réflexion en se procurant, bien entendu, les deux romans qui ont nourri cette discussion. Alors, je rappelle leur titre: Théo à jamais de Louise Dupré, publié chez Héliotrope, et Rosa Dolorosa de Caroline Dorca-Fenech, publié chez La Martinière. Je rappelle qu'on peut se les procurer auprès de notre librairie partenaire, la librairie Gallimard à Montréal, à l'adresse suivante, gallimardmontréal.com. Merci et bonne lecture.